Si tu me disais demain que je ne vais jamais être publiée à nouveau, je dépose mon stylo et je passerai à autre chose. Quand j'ai fini ce roman, il faut que je pitch un nouveau roman à mon éditrice. Et si ça se passe pas, voilà, c'est jamais acquis. Bonjour, c'est Anne-Sophie Joanneau pour Simply Well. Aujourd'hui, on va parler de la vie et la santé mentale d'une écrivaine à New York. Ça fait quoi de vivre cette vie de romancière ? Pour moi, à la fois, c'est un rêve parce que j'aime beaucoup ça. Et en même temps, ça colle pas toujours avec ma personnalité de faire un travail qui est si isolant. J'ai eu pas mal d'échecs professionnels et j'ai vu ma santé mentale dégringoler au fil du temps. Échec après échec, t'as besoin de dire, OK, il y a un truc qui va pas. Je vais pas continuer à faire ça si ça me rend malheureuse. J'avais oublié que je pouvais aimer écrire, en fait. Tu m'avais partagé que tu avais fait une thérapie. Tu peux nous en partager un petit peu ? J'ai été assez impressionnée de comment tu peux changer ta vie en faisant juste des micro-changements, en fait. Les choses qu'on dit sur soi-même deviennent des réalités. On crée notre propre réalité avec ce qu'on dit sur nous-mêmes, sur notre vie. Est-ce que tu dirais que le besoin de succès t'a un petit peu détourné de cet amour de l'écriture ? Pour moi, le succès, maintenant, c'est plus... Avant de commencer avec cet épisode captivant, vous pouvez retrouver Bien-être simple, soit sur Instagram ou via notre newsletter mensuelle. On vous donne encore plus de conseils bien-être et santé et on a aussi une très belle communauté, alors allez y faire un tour. Et si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à liker cet épisode, partager à vos proches, vous pouvez aussi nous laisser un petit commentaire ou un 5 étoiles sur la plateforme audio de votre choix. Ça nous aide énormément et c'est gratuit. Et enfin, si vous souhaitez voir un invité sur notre podcast ou que vous avez une histoire à partager sur votre santé mentale et le bien-être, n'hésitez pas à nous écrire à podcast@bien-être-simple.com. Assez bavardé, bon épisode. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Simply Well. Aujourd'hui, on vous reçoit encore dans un magnifique décor à New York et on a le plaisir de recevoir Anne-Sophie Joanneau, écrivaine française à New York. On va parler de pas mal de choses, du métier d'écrivaine, puis la gestion de ta santé mentale et tous les challenges qu'il peut y avoir. Mais avant de rentrer dans tout ça, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Oui, bien sûr. Donc, je suis Anne-Sophie Joanneau. Je vis à New York depuis près de 14 ans maintenant. Avant ça, j'ai vécu en Australie pendant quelques années et avant aux Pays-Bas, à Amsterdam aussi pendant quelques années. Donc, j'ai quitté la France en 2004, si je me souviens bien. J'ai un parcours... en ce qui concerne mon parcours professionnel, j'ai travaillé d'abord, j'ai fait des études de communication et d'information, et après j'ai travaillé en agence de publicité pendant plusieurs années. Et à côté de ça, j'ai toujours écrit. J'étais pigiste quand j'étais à la fac. J'ai eu un blog pendant longtemps. Ça a toujours été une passion, un intérêt, un hobby. Et en 2009. Je crois. J'ai eu l'opportunité d'écrire un guide jeunesse sur la mode. Une éditrice m'a contactée à ce sujet et ça a lancé un peu une nouvelle carrière pour moi. Et depuis 2009, donc mon activité professionnelle consiste principalement j'écris des livres, souvent sur commande ou là, mon prochain roman c'était pas une commande, et je travaille en contenu. Je rédige des contenus pour des marques, des startups, souvent des entrepreneurs. Du coup depuis une quinzaine d'années, j'alterne un peu entre les deux, mais c'est le fond de mon activité professionnelle. Et est-ce que tu as toujours voulu écrire ? Est-ce que ça a été vraiment, t'as grandi et c'était un rêve pour toi ou t'es tombée là-dedans un peu par hasard et puis tu t'es dit ça me plaît ? Alors, je pense que j'ai toujours vraiment aimé les mots, le langage. J'ai toujours adoré écrire. Je pense que je voyais pas du tout une opportunité d'en faire une carrière ou de travailler ou de gagner ma vie ou de gagner même de l'argent tout court, tu sais, avec ça. Et je pense que j'avais vraiment un désir en tant qu'adolescente de vivre à l'étranger. Et j'ai considéré faire des études de journalisme, mais je voyais pas du tout à l'époque. Bon, maintenant on vit dans un monde tellement plus global, mais à l'époque je voyais pas vraiment comment je pouvais être journaliste mais vivre dans des pays non francophones. Donc ça m'a mis, j'ai envie de dire, très longtemps de trouver ma voie à cause de ça. Mais j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours écrit à un moment ou à un autre. Et alors donc tu écrivais dans ton travail, donc comme tu disais, tu écrivais des articles, des choses comme ça. Passer au roman, c'est un petit peu différent quand même. Oui, je trouve très que différent. Comment est-ce que cette transition s'est faite ? Donc à l'époque, j'écrivais des livres, donc ce qu'on appelle documentaires, ce qu'on appelle en anglais non-fiction, de non-fiction,
Fleurus, pour ma maison d'édition en France. Mais ils avaient commencé à lancer un roman pour ados, une série de romans pour ados qui avait très bien fonctionné. Et ils m'ont proposé d'auditionner pour une nouvelle série. Et donc, moi, j'avais jamais écrit de roman. J'avais écrit des petites histoires à droite à gauche, mais j'étais plus, c'est sur des autres formats d'écriture, d'articles, etc. Du coup, voilà, j'ai écrit quelques pages et je les ai envoyées. Et du coup, ça s'est transformé en 5 romans. Donc, c'était une suite que j'ai écrit sous un nom de plume. Okay. Et du coup, j'ai vraiment le privilège et la chance, j'ai envie de dire, d'apprendre avec mon éditrice de l'époque que j'aimais beaucoup. Et du coup, j'ai pas appris toute seule comme ça dans mon coin. Okay. Et du coup, ensuite, t'es partie à New York. Oui. Et là, t'as décidé d'écrire en anglais. Oui. Alors, mais même avant de partir à New York, j'avais pris un cours d'écriture. Je crois que j'en avais fait 3 dans ma vie. Quand j'étais quand j'étais encore à Melbourne, en Australie. Et c'était vraiment un peu un test pour moi de me dire, est-ce que je peux écrire en anglais? Et en fait, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile que ce que j'aurais imaginé. Parce que des années d'expérience de vivre et d'écrire en anglais. Et du coup, effectivement, quand je suis arrivée à New York, je me suis dit, si je suis là pendant un petit moment, en fait, ce serait bien de publier en anglais, d'avoir une carrière en anglais et ici, quoi, local. Ça devait pas être évident. Tu devais avoir des doutes, des peurs, C'est ça, en fait, qui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, je pense. Ouais. Et mentalement, qui est très difficile, c'est... mais je vais pas y arriver, comment je vais faire, et si j'écris un truc et que, tu vois, je me trompe de mots, ou que je fais des fautes de grammaire, tout le monde va, on va se moquer de moi, la honte, l'humiliation. Et en fait, tu sais, maintenant, avec beaucoup de recul, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui sont nés avec l'anglais qui font des fautes de grammaire et c'est pour ça que t'as des éditrices, c'est pour ça que t'as des correctrices, c'est pour ça que t'as plein de gens derrière qui viennent te corriger des choses parce que être natif ou pas, en fait, personne n'a une maîtrise parfaite du langage à tout moment de la journée. Mais c'est vrai que c'est exactement ça, c'est le doute et les peurs qui m'ont pris 10 ans à y arriver. Et est-ce que du coup, l'idée de ton roman que t'avais quand t'es arrivée ici et que t'as décidé d'écrire, est-ce que c'est celui-là que t'as sorti? Non. On change beaucoup. Non, alors en fait, encore une fois, alors quand je suis arrivée ici, j'ai commencé à travailler sur un projet qui était plutôt un projet de scénario donc pour une série télé au départ, sur lequel j'ai travaillé pendant assez longtemps. Et après, j'avais décidé de transformer ce projet-là en roman. Donc j'ai écrit ce roman-là. Et au même moment, j'ai rencontré une auteure qui travaillait pour ce qu'on appelle ici un book packager, c'est-à-dire des éditeurs qui te font une commande, qui vont dire on a envie de publier un livre sur tel sujet pour telle audience, sous tel format, etc. Et on va chercher une auteure qui correspond au profil, qui peut écrire ce type de livre. Ok, donc mais c'est eux en fait qui déterminent le sujet pour l'audience cible, etc. C'est pas toi t'as une idée, t'arrives, tu le pitches. Ok, c'est à l'inverse. Et donc là, l'entreprise avec laquelle j'ai été en contact est au sein de Warner Brothers, le studio de production de films télévision. Et c'est l'équipe qui est derrière Gossip Girl, Vampire Diaries, The 100, toutes les séries ados qu'on connaît. The American Dream. Et voilà. Et donc je suis rentrée en contact avec cette entreprise, donc au sein de Warner Brothers, et on a travaillé sur un projet. On a commencé à travailler sur un projet ensemble. Alors aux États-Unis, en tout cas dans le milieu de l'édition, tout prend énormément de temps. Donc on est rentré en contact en 2017. On a travaillé sur ce projet ensemble pendant 2 ans, sur juste les 75 premières pages. Écrire, réécrire. Bon, il y avait des grosses périodes de pause parce que eux, ils ont plein de projets et bon, tout n'avance pas au même rythme. Et on a vendu ce projet en 2019. Donc on a vendu ce roman qui était partiel à l'époque, donc c'était partiel, c'est-à-dire on n'avait que 75 pages, à une grande maison d'édition au sein de Penguin Random House, donc en mars 2019. Et le roman est sorti avril 2021. Donc rien ne va vite. Je pense qu'on a cette idée qu'aux États-Unis tout va extrêmement vite, et c'est vrai pour plein de choses, mais dans l'édition il se passe beaucoup de choses en amont. Mais alors donc t'as écrit les 75 premières pages avec Warner Bros. Ouais. Avec mon équipe. Mais c'était pour le sortir en roman ou c'était pour le sortir en roman. Ok, parce que Warner Bros, ils font des romans? Oui, oui, c'est ça. Donc, tu vois, Gossip Girl, Vampire Diaries, The 100. Bon, là, je dis des noms qui sont très connus, mais ils ont énormément de projets. Ils sont tous sortis en roman d'abord. D'accord. Et après, ils ont une équipe en interne qui développe la partie film-série. Et alors, c'est quoi le roman?
Kisses and Croissants. C'est ça. Voilà. Okay. C'est celui qui est sorti en 2021. C'est l'histoire d'une jeune ballerine américaine qui rêve donc d'être danseuse professionnelle et qui est acceptée dans un programme, dans un stage d'été à l'Opéra de Paris. Et il y a un mystère dans sa famille que son arrière-grand-mère a été peinte par Edgar Degas. Okay. Donc c'est à la fois on suit son parcours au milieu du monde de danse classique français à l'Opéra de Paris pendant cet été et il y a un mystère autour de sa famille et c'est aussi une histoire d'amour. Elle rencontre un garçon et ensemble ils essaient d'explorer ce mystère. Est-ce que c'est eux du coup qui t'ont pitché cette idée? Alors, l'idée était différente au départ. Okay, hein. Les choses évoluent. Tu travailles ensemble pour développer l'idée. Mais il y avait vraiment l'idée de base était danse classique, ballet, le ballet à Paris et un mystère autour de Degas. Et au départ, on était parti sur un ton un peu plus sombre. Et le roman a vraiment évolué en quelque chose de beaucoup plus léger au fil du temps. Mais oui, c'est eux. Ils m'ont pitché plusieurs idées. Ça s'est un peu passé comme ça. Ils m'ont proposé plusieurs idées pour auditionner, pour voir un peu mon ton, et après d'écrire un chapitre sur la base de cette idée. En fait, t'as un paragraphe et t'écris un chapitre, tu crées des personnages et j'avais fait ça pour une autre idée qui m'intéressait aussi. Mais il m'avait dit mais t'es française, on a cette idée qui est basée à Paris, c'est tellement une bonne connexion. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Et quand Kisses est sorti, on m'a beaucoup demandé si j'avais de l'expérience dans le ballet, mais pas du tout. J'ai toujours dit que, comme ça s'appelle Kisses and Croissants, j'ai toujours dit, moi, mon expérience, c'est les croissants. C'est les manger. C'est ça, mon expérience. Et donc, c'était un contrat pour 2 romans. Ça se fait assez régulièrement qu'une maison d'édition te propose un contrat pour 2 romans parce qu'ils ont envie de te lancer. Et du coup, en 2023, j'ai sorti French Kissing in New York. Qui est là dans le même style jeunesse, rom-com, mais qui est basé dans le milieu de la gastronomie à New York. Et alors toi, tu connaissais ce milieu un peu de rom-com, young adulte? Alors c'est marrant parce que je suis tombée là-dedans un peu parce que quand j'ai rencontré mon éditrice chez Fleurus, c'est jeunesse, c'est ce qu'ils font. Ils font que des livres pour enfants et ados. Et du coup j'ai vraiment baigné là-dedans. Et j'ai beaucoup appris à comment écrire pour les ados en fait au fur et à mesure des projets que j'ai fait avec Flo, parce qu'on a sorti beaucoup de livres ensemble avant les romans. Et voilà, et à un moment je me suis posé la question de savoir qu'est-ce que moi j'ai vraiment envie d'écrire, est-ce que je veux écrire pour la jeunesse pendant toute ma carrière. Et en fait la réponse pour moi était non. J'avais vraiment je me rendais compte que j'aimais beaucoup les thrillers, que j'aimais beaucoup les trucs beaucoup plus sombres, j'aimais beaucoup le suspense, l'envie de tourner la page tellement pour voir qui l'a fait, qu'est-ce qui s'est passé. Et du coup, j'ai décidé de commencer à en écrire un. Ça aurait été plus facile pour moi, pour ma carrière, de continuer dans le milieu jeunesse. Hein. Ça a été un nouveau pivot qui m'a fait repartir de zéro, honnêtement. Et voilà. Et donc, j'ai écrit un thriller. C'était aussi un contrat pour 2 romans. Et donc, ce thriller sort en avril, le 15 avril 2025. The French Honeymoon. The French Honeymoon. Perfect. Donc, ça se passe à Paris aussi, mais c'est complètement dans un autre univers. Et ça se passe à Paris et à Upstate New York, dans la campagne new-yorkaise, et aussi un petit peu dans la ville de New York. Ça fait quoi de vivre cette vie de romancière? Bah, tu sais, ça reste un peu c'est un peu fou, en fait, parce que je pense que d'un côté, j'ai publié un roman, je serai toujours romancière, tu vois. Ça fait partie de moi. Et en même temps, si j'obtiens pas un nouveau contrat d'une maison d'édition, donc là, je suis en train de finir mon 2e roman qui est déjà prévu pour avril 2026, parce que ça marche comme ça aux États-Unis, c'est voilà. Et quand j'ai fini ce roman, il faut que je pitch un nouveau roman à mon éditrice, que j'espère qu'elle va aimer, qu'elle va acheter, qu'elle va me donner un contrat. Et si ça se passe pas, voilà, il faut retourner la page blanche et essuyer le refus aussi, parce que ça fait partie des challenges de mon métier. Et du coup, c'est jamais acquis. Il y a pas de je veux faire ça pour le restant de mes jours et j'ai aucune idée si je ferai ça l'année prochaine, tu vois, en même temps. Pour moi, à la fois, c'est un rêve parce que j'aime beaucoup ça. Et à la fois, et en même temps, ça colle pas toujours avec ma personnalité de faire un travail qui est si isolant.
où je passe beaucoup de mes journées toute seule. J'ai mis en place tellement de méthodes, d'outils au fil des années pour essayer de combattre ça. Là, j'ai fait un peu pas vraiment un break, mais en 2022, j'avais vraiment besoin de voir autre chose, en fait, un peu de faire une petite pause pour mes romans. Et j'ai repris un gros projet en tant que conceptrice rédactrice pour une grande entreprise de réseaux sociaux qui n'est pas à la 4 passe à la 4 lettres, une autre très connue. Et bref, et du coup j'ai travaillé pour eux pendant plusieurs mois et j'ai pas écrit pendant quelques mois. Et après bien sûr l'envie est revenue très rapidement, on va dire. Mais c'est bien aussi parfois de réfléchir à. Ça a été important pour moi de me dire je suis romancière, c'est ce que je suis, mais c'est aussi mon métier, j'existe aussi en tant que personne en dehors de ça. Bien sûr. Et t'as fait cette pause parce que ça devenait trop difficile, le côté solitaire? Non, j'ai fait cette pause parce que j'avais plusieurs projets qui n'avançaient pas. T'écris un roman, t'essayes de le vendre et s'il se vend pas, parfois c'est des années de travail qui sont... Les gens vont dire, mais c'est pas vraiment perdu, t'as appris plein de choses en écrivant ce roman, mais quand même, c'est dur. Vraiment. Et du coup, j'ai eu plusieurs projets qui n'ont pas abouti. Et donc, à un moment, t'es là, bon, déjà, j'ai besoin de gagner ma vie. Et puis aussi, parfois, après refus, échec, après échec, t'as besoin de dire, OK, il y a un truc qui va pas. Je m'arrête, je respire, je réfléchis, je stratégise, qu'est-ce qui est important pour moi dans ma carrière. Et à ce moment-là, ce qui était important, c'était de gagner ma vie et d'avoir l'impression que ce que je faisais tous les jours aboutissait à quelque chose. Ouais. Comment tu l'as vécu, toi, justement, cette période-là où c'était... refus. Ça a été dur. Ce qui a aussi été compliqué, c'est que donc en moyenne aux États-Unis, quand tu vends un roman, entre le moment où tu as le contrat et le moment où le roman sort, il se passe 18 mois, 2 ans. Donc, tu vois, on l'a vendu en mars 2019 et quand il est sorti en avril 2021, le monde était complètement n'avait rien à voir. En fait, on était dans complètement un autre univers. C'était encore en pleine pandémie. Tous les événements dont on avait parlé de faire des événements influenceurs, des choses, ça se faisait pas au printemps 2021. Il y avait beaucoup d'attentes attachées à ce roman par ma maison d'édition et j'ai bien vu que le succès a pas été au niveau de ce qu'on espérait tous. Hein. Je me suis sentie très isolée, très seule. Je me suis posé beaucoup de questions. Et en même temps, il y avait un peu cette obstination. Mais non, c'est ce que je vais faire. Et c'est pour ça que maintenant, je te dis, je sais que oui, c'est ce que je vais faire. Et peut-être que c'est pas ce que je vais faire. Ouais, en fait, la vie m'a porté tellement de surprises que bon, on verra. Mais oui, ça a été dur. Et à un moment, je me suis rendu compte que c'était effectivement pour ma santé mentale que j'avais besoin de retourner un peu dans un univers plus corporate pour dire le mot. Quand tu travailles dans un milieu créatif, tu perds l'idée qu'il y a des gens qui sont payés toutes les semaines. Aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui sont payés toutes les semaines ou tous les 15 jours, pas juste tous les mois. Et tu perds l'idée qu'il y a plein de gens qui ont un salaire qui tombe. S'ils travaillent très dur ce mois-ci ou ils travaillent moins dur, le salaire tombe pareil. Et quand tu es dans un milieu créatif, effectivement, tu oublies ça. Il y a beaucoup, beaucoup de travail dans mon métier qui n'aboutit à rien. C'est pas évident, honnêtement. Donc, t'as fait ce break. Et pourquoi et comment, en fait, t'es revenue? Alors, ce qui s'est passé, donc en 2022, je remonte dans le temps dans mes souvenirs. J'avais ce thriller que j'avais écrit, The French Honeymoon, que j'avais envoyé à beaucoup de gens, dont mon agent à l'époque, j'ai une nouvelle agent maintenant. Et beaucoup de gens étaient un peu on sait pas quoi en faire de ce livre, en fait. Il y a un truc qui est bien, mais en fait, on n'aime pas trop, il est pas bon. Enfin, c'est assez drôle pour moi que ce roman sort maintenant dans moins de 3 mois, parce que le nombre de gens qui m'ont dit, non, mais ça, c'est vraiment nul, en fait. Oh, wow. C'est pas, il y a un nombre de gens énorme, mais assez de gens qui comptaient, quoi, dont j'avais besoin du soutien, qui étaient là. Et donc, je l'ai mis de côté. Au bout d'un moment, tu sais, tu dis, bon, je l'ai réécrit, et je l'ai mis de côté. Je me suis concentrée sur mon autre activité de freelance, donc de conceptrice, rédactrice et dans tout ce qui est contenu communication. J'ai accepté un contrat, j'ai envie de dire à temps plein, mais ce qui est tellement différent aux États-Unis, c'est que les gens travaillent tout le temps. En fait, donc j'ai accepté un contrat de 40 heures par semaine et je travaillais à côté, je faisais d'autres choses. J'avais un roman qui sortait, donc French Kissing in New York est sorti janvier 2023, donc je préparais la sortie de mon roman. Et mon plan qui était génial, qui n'a pas du tout fonctionné, mais qui était génial, c'était moi je vais bosser de 9 à 5 et du coup le soir de 5 à 7, je vais retravailler ce roman et je vais trouver une façon d'en faire quelque chose.
Et donc ça, c'était un super plan. Et 3 semaines plus tard, je suis tombée enceinte, un peu par hasard. Et du coup, comme beaucoup de personnes qui sont enceintes, j'ai eu un premier trimestre assez désagréable, assez difficile. Et du coup, j'ai pas du tout travaillé sur mon roman. Entre les meetings, j'allais m'allonger, quoi. J'étais, de temps en temps, quelqu'un m'envoyait un message sur Slack en disant, est-ce que on peut se parler là maintenant? Je dis, oui, attends, 2 secondes, oui. Et du coup, voilà, donc j'étais enceinte de 6-7 mois. La sortie de mon 2e roman ici, donc, était passée et je me suis dit, allez, je me sens un peu en forme pendant quelques semaines, j'y vais. Donc j'ai bossé soir et week-end sur ce roman. Wow. Je l'ai réécrit et j'ai décidé de quitter tous mes autres projets 4 semaines avant mon terme, pour trouver une nouvelle agent. Et à l'époque, toutes mes copines m'ont dit, mais attends, tu t'accouches dans 4 semaines, là c'est le moment d'aller te faire un massage, d'aller faire des longs lunchs, d'aller profiter de la vie, tu te rends pas compte, t'es fatiguée. Et c'est vrai que j'étais fatiguée. Et je disais, non, il faut que je fasse ça, en fait. C'est mon moment de faire ça, parce que sinon, je le fais dans 6 mois, je le fais dans 1 an, et ma carrière de romancière, elle est partie en fumée. Mais je sais que maintenant, j'ai ce but et cet espoir d'en faire quelque chose de ce roman. Et du coup, voilà. Et donc, le processus de trouver un agent aux États-Unis peut être très, très long. Ça peut prendre des mois, parfois ça prend des années. C'est vraiment complexe. Et j'ai eu des réponses en 24 heures. Waouh! Ouais. J'ai vraiment une approche... je tente ma chance. J'ai contacté les plus gros agents aux États-Unis, dans toutes les plus grosses agences, en mode... j'ai rien à perdre. J'ai rien à perdre. Et du coup, j'ai eu des réponses dans les 24 heures, dans les 48 heures. J'ai eu une première agente qui était très intéressée. Je lui ai parlé un vendredi. J'ai accouché le mardi suivant. Et donc souvent, quand t'as quelqu'un qui te dit je suis intéressée, le processus dans ce milieu, c'est que tu contactes tous les autres qui ont exprimé un intérêt pour leur dire il me faut me donner une réponse dans les 2 semaines, tu vois, pour que tu fasses pas trop attendre les gens. Et j'ai dit à personne que dans ces 2 semaines-là, j'allais accoucher, que j'allais être à l'hôpital, pas à l'hôpital pendant 2 semaines, mais pendant un moment, tu vois. Et l'agente avec laquelle j'ai fini par signer, elle m'a envoyé un email quand j'étais, je crois, encore dans ma salle d'accouchement, un peu en mode, donc on se parle ou pas? T'es intéressée? Enfin, genre, elle me disait, mais t'es partie ou quoi? Et moi, alors. Et donc, elle savait pas que t'étais enceinte? Non, parce que, en fait, tu sais, pendant ces moments-là, tu communiques avec plein de gens et ça sert à rien de raconter ta vie à moins que les gens, tu sais que tu vas travailler ensemble. Donc voilà. Donc en fait, qu'est-ce qui m'a relancé? C'est d'avoir cette deadline, en fait. De dire, j'avais vraiment peur que le fait d'avoir un enfant, fasse disparaître soit toutes mes aspirations professionnelles, ou soit le temps et l'énergie de les mener à bien. Parce qu'il y a les deux, quoi. Si t'as vraiment envie, mais que t'es épuisé, que tu dors pas la nuit, que t'as pas de temps, ça peut être très dur. Ou si t'es tellement prise dans un autre univers, ça peut te distraire de ce dont tu as vraiment envie. C'était vraiment cette peur qui t'a un peu drivé dans le sens, je m'en fous d'accoucher demain, il faut que j'ai lancé déjà quelques jalons parce que j'ai besoin d'avoir cette espèce de, pas certitude, mais genre de savoir que j'aurai toujours ce travail-là que j'aime et qui me passionne aujourd'hui après. Ouais. J'ai eu des moments où voilà, quand comme je disais, j'avais accouché il y a 5 jours et je faisais un call avec une agent où j'étais, tu sais, en pyjama, à moitié, à moitié réveillée. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais, quoi? C'est le moment où t'es censée être avec ton bébé. Enfin, j'étais avec lui, les autres 23 heures de la journée, tu vois, mais en fait, je me suis dit que ça a été bien pour moi. Et j'ai eu un peu peur que mon mari me dise, mais pareil, qu'est-ce que tu fais? Et c'est la seule personne qui m'a pas dit, mais non, tu devrais te reposer. Il savait que voilà, j'ai cette identité, que c'était important pour moi d'être fidèle à moi-même, en fait. Et en fait, pour retourner sur le sujet de la santé mentale, pour moi, ça a été très bénéfique à ce point-là de me dire, j'ai ça qui m'attend. Tu l'aurais plus mal vécu si t'avais rien fait, t'avais accouché et qu'il y avait pas forcément de perspective. J'aurais perdu 6 mois, 9 mois. Je m'y serais remise, je pense. Maintenant, je me dis, je m'y serais remise. Mais j'aurais perdu 6 mois, 9 mois pour rien, en fait. Bon, ça veut aussi dire que pendant les premières semaines de congé maternité, j'ai travaillé sur mon roman. J'avais des corrections à faire. J'ai pas eu de pression énorme, mais il y avait quand même un peu on y va, quoi. On y va. Il faut faire les corrections, il faut préparer le roman pour le soumettre aux maisons d'édition. Et si j'avais vraiment dit, écoute, là, j'ai besoin de 6 mois,
bon, je pense que ça aurait passé, mais il y avait aucun intérêt pour moi. Valait mieux y aller. Et du coup, ça a voulu dire pour moi parfois, travailler pendant ces premières semaines, c'était compromis. On a l'impression que justement, quand on devient mère, ma vie s'arrête entre guillemets, ou ma carrière en tout cas s'arrête. Non, c'est sûr, mais je pense que ça, dans un milieu créatif, ça demande tellement d'intention. En fait, c'est ça. Et je pense que j'ai eu, vraiment cette peur. Et c'est aussi pour ça que j'ai eu un enfant à 40 ans. J'ai eu vraiment cette peur de pas pouvoir être moi-même et de faire ce que je voulais si je l'avais fait avant. Et j'ai aucun regret de l'avoir fait quand je l'ai fait. Mais oui, c'est dur. C'est dur parce que il y a ton univers change quand même. Tes contraintes, le rythme de ta vie change complètement et ça a été dur et c'est pour ça que moi j'ai l'impression de la chance que j'ai vraiment provoquée, mais que ça a été mis en place juste avant. Tu vois que après le train était déjà en marche et du coup j'ai continué, voilà. Mais c'est pas facile, hein, et je pense que on n'accompagne pas beaucoup les femmes là-dedans. Ouais. Et alors toi justement, comment tu l'as vécu cette nouvelle maternité? Alors ça a changé beaucoup de choses. En fait, comme je disais un peu juste avant, ça a tout changé, ça a rien changé en même temps. Moi, j'étais très nocturne. Mes livres et romans, je les ai principalement écrits entre 22h et 4h du matin. Tu vois, c'était, j'étais dans la zone et ça m'arrivait assez régulièrement d'aller me coucher à 3-4 heures du matin. Bon, maintenant, c'est complètement hors de question. Donc, au niveau de comment je rythme ma journée, ça a beaucoup changé. Et mon temps est beaucoup plus compressé dans le sens où, là, il y a la crèche, il faut que j'aille le chercher à telle heure. Tu vois, donc, il n'y a pas si l'inspiration me prend, ça m'est arrivé plein de fois avant d'avoir une journée d'écriture qui était vraiment moyenne et puis vers 16-17 heures tout de suite ça part et je continue à travailler jusqu'à 19-20 heures. Je mange et j'y retourne après. Ça m'est arrivé souvent. Bon, maintenant c'est plus possible. À côté de ça n'a pas du tout changé ce que j'écris. Pendant toute cette expérience, moi, ce qui a été très rassurant pour moi, c'est de me rendre compte que je suis plus la même que je suis différente. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça change toute ta vie, et ça change ta vie, mais moi, j'ai pas l'impression que ça m'a changé moi. Ouais. T'as parlé tout à l'heure du coup du métier solitaire, et comme quoi aujourd'hui t'as mis en place des choses pour justement moins avoir cet impact-là de la solitude. Déjà, comment est-ce que toi t'as vécu ça, cette partie-là de ton travail? La solitude? Ouais. Pas très bien. Pas très bien. Je pense que j'ai eu beaucoup de moments j'ai trouvé ça très difficile de créer une journée quand j'avais toute flexibilité. En fait, de savoir à quelle heure je commence à travailler, à quelle heure je prends mon déjeuner, à quelle heure j'arrête ma journée de travail. Surtout quand je vis avec quelqu'un, et encore plus à l'époque, il y avait des journées de travail très longues ou qui voyageaient beaucoup, donc j'étais souvent seule au-delà de ma journée de travail. Mais oui, c'est très dur. Quand je suis purement dans l'écriture, il peut m'arriver d'avoir de contacts prévus, on va dire, 1 heure par semaine. Mon agent, parfois, on se parle pas pendant 3 mois parce qu'il n'y a pas besoin. Pareil avec mon éditrice, parfois, on se parle pas pendant des semaines et des semaines. Il n'y a pas forcément besoin. Mais j'ai plein d'outils. C'est quoi, alors, ces outils? Alors, les premières années, quand je suis arrivée à New York, je me suis inscrite dans c'est un espace de coworking, mais qui était dédié aux écrivains, aux gens de l'écriture. Et donc, quand la pandémie, le jour où le monde s'est un peu arrêté à New York, moi, j'étais à mon espace de coworking où je travaillais là-bas, peut-être pas tous les jours, mais j'y allais facilement 3-4 jours par semaine. Et du coup, je me suis retrouvée à la maison. Donc ça a été vraiment dur. Ce que j'ai lancé avec des amis romancières pendant la pandémie, c'est on fait des sprints d'écriture en Zoom, à distance. Et pendant très longtemps, donc tout 2020, même début 2021, c'était tous les jours à 15h. Ceux qui sont là, ceux qui sont... Ben voilà, il y avait aucune obligation de venir. Donc parfois on était 2, parfois on était 10. Et on se décidait aujourd'hui on fait 30 minutes, 45 minutes, 1 heure, peu importe. Et on parlait un peu au début. On travaillait chacune en silence et on revenait dans 45 minutes. Mais j'ai repris ça il y a 2 ans maintenant, je pense, au moment où je comme je disais, je voulais réécrire ce roman et en faire quelque chose.
avec une copine. Et là, il se trouve en ce moment qu'on est toutes les deux en deadline pour nos romans en même temps, ce qui est rare en fait parce qu'on a des plannings différents. Et donc là, on se voit quasiment tous les jours. Elle habite à 1h30 d'ici dans le New Jersey. Et toute la journée, on fait des sprints à longueur de journée. Waouh. Et on a tout un système. Donc, je sais pas si tu vas entendre parler, c'est assez... tu vas entendre parler. Donc, on se donne rendez-vous à telle heure. On papote. Alors, parfois, on papote 2 minutes. Parfois, bon, là, on se voit vraiment tous les jours. Donc, on papote moins. Mais parfois, ça fait 2-3 semaines qu'on s'est pas vu. Ou ça dépend un peu. Et on choisit le temps de sprint. Là, on a décidé récemment de faire plus court et de faire aléatoire. C'est-à-dire qu'on a... Attends, c'est très technique. On a une roue sur Internet. On choisit 10, 15, 20 minutes et on fait tourner la roue pour savoir pendant combien de temps on va sprinter. Okay. Pour un peu... pour éviter que ce soit toujours que tu rentres dans une routine trop carrée. Et on donne une intention. Donc, on dit, pendant ces 20 minutes, je veux écrire 300 mots. Je veux relire ce passage. Je veux corriger... Et du coup, on fait ça. Et donc, on dit, à 9h20, on revient, à 10h20, on revient sur Zoom, sur notre lien Zoom. Et là, on dit, moi, j'ai fait ça. Du coup, j'ai réussi à faire ça. J'ai pas, voilà. Si on a envie, on dit, ça, c'était dur à cause de ça. Je vais parfois lui demander son conseil sur des choses, elle aussi. Et on continue comme ça. Et est-ce que du coup, ça te demande d'être constamment dans un état de créativité et d'inspiration? Ouais. À quel point c'est... l'inspiration vient pas toujours quand on veut. Quand t'es en deadline, si. L'inspiration vient. En fait, c'est ça vraiment le secret de la vie Enfin, en tout cas pour moi, c'est ce roman, il a été déjà acheté, comme on dit en anglais, acheté par ma maison d'édition. Ils ont déjà un planning, on a déjà un titre, on a déjà... Enfin, tu vois, tout, il sort en 2026, mais tout est déjà bouclé. Et du coup, il faut qu'il soit écrit. Okay. Il faut qu'il soit écrit. Il n'y a pas de choix. Donc, mais il y a des jours où c'est bien plus facile que d'autres. Il y a des jours où ça coule de source et des jours où... Mais au moins, je suis à mon bureau. Au moins, je vais pas aller vadrouiller pendant une demi-heure ou prendre l'air ou quoi que ce soit parce que là, elle est là, quoi. Il faut que je me reconnecte au Zoom dans 20 minutes. Donc, et du coup, tu te sens moins seule aussi parce que je me sens beaucoup moins seule. Ouais. Mais tu parles beaucoup de tes amis auteurs, autrices. T'as réussi à te faire quand même un réseau. Comment est-ce que t'as réussi à t'entourer de personnes qui font la même chose que toi et qui ont un peu les mêmes challenges justement pour avoir partagé? Alors, c'est dur parce qu'en fait, c'est un métier tellement de monts et vallées que pendant longtemps, j'ai eu des amis auteurs qui avaient beaucoup plus de succès que moi. Pour moi, j'essayais toujours d'être publiée aux États-Unis. J'avais pas de livre publié ici. J'avais publié en France, mais ça compte pas ici. Tout ce que t'as fait en dehors de New York ne compte pas. C'est bien connu. Et du coup, c'est pas facile de trouver des gens qui sont au même niveau de carrière que toi. Il y a pas mal de groupes qui se forment en ligne. Donc, il y a un groupe qui s'est formé d'auteurs jeunesse qui avaient leur premier livre qui sortait en 2021. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai rencontré pas mal de personnes dont je viens juste de parler. Et bien sûr, après, j'ai décidé de tout changer, d'écrire un roman pour adultes, un thriller, rien à voir. Et du coup, je suis repartie de zéro. Et alors, pourquoi le thriller? Parce que t'as dit que t'aimais ça, mais c'est quand même des émotions plus dark. Avant de décider d'écrire un thriller, je me suis pas assez posé la question de qu'est-ce que moi j'ai envie d'écrire. C'était un peu comme je disais les circonstances qui ont fait qu'une éditrice me proposait d'écrire ça ou ça ou ça. Et à chaque fois qu'on me proposait d'écrire un truc super doux et gentil et mignon et je me sentais pas forcément, je le faisais, j'aimais ça et clairement ça marchait, mais c'était pas vraiment je sentais que c'était pas vraiment ça vers quoi je tirais plus naturellement. Je pense qu'à l'époque où j'ai un peu décidé de faire ça, c'était vraiment l'essor aux États-Unis des romans écrits par des femmes avec des personnages principaux femmes dans ce qu'on appelle le domestic thriller. Donc le thriller domestique. Donc le meilleur exemple de ça, c'est Gone Girl de Gillian Flynn. Ouais. Et c'est un peu la question du qu'est-ce qui me rendrait le plus fière en fait d'avoir écrit. Et je me suis dit c'est quand même génial quoi d'écrire un roman où les gens restent toute la nuit. Tu vois, ils arrivent pas à aller se coucher parce qu'ils veulent absolument savoir ce qui s'est passé. Ouais, d'explorer le côté obscur de la force. Ouais, on aime la référence. Mais c'est marrant parce que The French Honeymoon, j'ai vraiment... d'ailleurs, il a été beaucoup plus sombre ce roman, il est un peu moins maintenant. J'ai vraiment pas voulu rentrer dans le cliché de la demoiselle en détresse, tu vois. Ouais. J'aime dire qu'à la fin, quand tu finis la dernière page, tu te rends compte que personne n'était gentil. Mais
Quand t'écris ce genre que tu vas dans ces émotions-là, est-ce que toi, tu le ressens aussi? Est-ce que l'écriture aussi, c'est un exutoire pour tes émotions? Est-ce que ça t'apporte quelque chose à ce niveau-là? Oui et non, parce qu'en général, quand j'écris, je suis une trame que j'ai préécrite souvent. Donc, je sais ce qui va se passer. Pas forcément dans tous les détails. Je me surprends beaucoup, je change plein de choses au fil du temps. Mais du coup, c'est plus, tiens, aujourd'hui, je travaille sur cette scène que je laisse mes émotions m'emporter dans ce que j'ai envie d'écrire. Cela dit, je pense que la façon dont je me sens ce jour-là, oui, peut complètement affecter ce que je vais écrire et comment je vais travailler cette scène. Et c'est pour ça que moi, il m'arrive très souvent quand je réécris ce que j'ai écrit, du coup, il y a 2-3 mois ou quelques semaines, de pas reconnaître, en fait. Je suis dans un état de flow, en fait. Donc oui, et je le sens, je sens la tension dans mon corps quand j'écris. C'est, à la fin de la journée, j'ai le cerveau en flamme, quoi. Je le sens, c'est extrêmement intense mentalement. C'est quoi alors tes petits rituels pour décompresser un peu de tout ça? C'est hyper cliché, mais prendre l'air, être dehors. Et maintenant que j'ai un enfant en bas âge, je passe beaucoup plus de temps dehors, même quand il fait très très froid que d'habitude. Je pense que tu connais peut-être ça aussi, que t'es obligé de sortir, même s'il fait -10, ce qui est vraiment pas fun parfois. Et en même temps, je me rends compte que j'en ressors les bénéfices physiquement. J'aime bien faire du yoga, des pilates, j'aime beaucoup ça. J'ai pas toujours le temps, mais j'en ai beaucoup fait par le passé, moi en ce moment, j'avoue. Je lis beaucoup. Pour moi, ça fait vraiment, je lis pour le travail, je lis pour le plaisir, je lis parce que ça fait partie de moi. Maintenant, comme je disais, que mon rythme de vie a beaucoup changé, je suis obligée de fermer mon ordinateur à une heure précise. Et du coup, pour moi, c'est ça un peu le rituel. Tu vois, ma journée de travail maintenant a une fin. Avant, elle n'avait pas de fin. Tu m'avais partagé, quand on s'était parlé un peu en pré-entretien, que tu avais fait une thérapie. Que je fais toujours. Que tu fais toujours. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui. Alors, j'ai commencé plusieurs fois au fil de ma vie d'adulte. Et j'ai arrêté. La période de pandémie a été très difficile pour moi. Bon, l'isolation a été très dure. Moi, je suis quelqu'un j'aime beaucoup sortir, j'aime voir des gens, j'avais vraiment l'habitude, j'avais une vie sociale assez développée, on va dire. Et du coup, ça s'est arrêté du jour au lendemain et je trouvais ça très dur. J'ai eu pas mal d'échecs professionnels et j'ai vu ma santé mentale dégringoler au fil du temps pendant tout 2020 et en 2021 et à un moment tu dis à un moment je vais rebondir, à un moment ça va repartir, à un moment je sais maintenant à mon âge que la vie monte et descend, qu'il y a des moments où tu te sens bien, des moments où tu te sens moins bien, c'est normal, ça fait partie du flot de la vie. Et en fait là j'arrivais pas à m'en sortir toute seule et j'ai beaucoup hésité parce que pour moi il y avait vraiment une commencer une thérapie, faut accepter qu'il y a quelque chose qui va pas chez toi. Faut accepter que t'as besoin d'aide. Et j'avais une copine à l'époque, une bonne copine à moi, qui avait commencé une thérapie quelques mois avant et qui m'en parlait souvent. Et je me trouvais à lui poser beaucoup de questions. J'en suis arrivée à la conclusion que qu'il fallait que j'essaye en fait, parce que je savais pas. En fait, je savais pas comment rebondir par moi-même, on va dire. Et j'avoue honnêtement que les premiers mois, j'ai pas aimé. J'ai trouvé ça dur. J'étais un peu, je paye quelqu'un pour qu'elle s'intéresse à mes problèmes. Et est-ce qu'elle est en train de me juger par derrière, que mes histoires sont, tu vois, ce sont pas des vrais problèmes, ce sont pas, qu'est-ce que je fais là, quoi, en fait, et en quoi elle va m'aider. Et comme n'importe qui, je pense qui a fait une thérapie le sait, c'est pas t'as une séance et tu te sens mieux, quoi. C'est souvent c'est plus dur. Tu rentres dans des trucs un peu difficiles au début, et ça m'a mis longtemps avant d'en voir les bénéfices. Et j'ai pensé à arrêter plusieurs fois au début. Et mais en fait, ce que j'ai trouvé, moi, c'est beaucoup de bienveillance, beaucoup de compassion. Ça a été une combinaison de bon endroit, bon moment, etc. Mais ça m'a changé la vie. Ça m'a permis de voir une suite, en fait, de me dire je peux avancer comme ça dans la vie, en fait. Maintenant, je peux changer ma façon de penser de ça. Je peux faire des choix qui me conviennent mieux, pardon. Je peux aussi arrêter de me taper la tête contre le mur pour des choses qui me bénéficient pas, en fait.
Et ça, bon, je t'apprends rien. Il y a plein de choses que de croyances que tu crées dans l'enfance, dans la façon dont t'es élevé, dans l'univers dans lequel t'évolues quand t'es enfant. Et je pense que ça peut être difficile à l'âge adulte de dire ah non mais ça c'est juste des croyances en fait. C'est pas la vérité, ce ne sont pas des faits. Tu vois, par exemple, moi j'ai beaucoup entendu dans mon enfance que je suis très susceptible. Et en fait, et t'internalises beaucoup ce genre de choses en fait. Et ça m'a pris très longtemps de me rendre compte. Oui, je suis une personne sensible. Oui, et c'est ça qui a fait de moi une écrivaine aussi. Hein. Donc bon, l'un ne va pas sans l'autre, mais que c'est pas, c'est un trait de caractère quoi. C'est pas ni une honte, c'est ni un moins, ni un plus, c'est aussi bien d'apprendre de qui tu es et d'accepter en fait, de dire voilà, moi je suis comme ça et c'est ok quoi. Y a pas de souci, c'est pas un problème. Complètement. Quand tu dis que ça a changé ta vie, est-ce que tu peux nous en partager un petit peu? Un des tournants pour moi, ça a été de me rendre compte que je suis pas obligée de prendre des décisions pour dans des grosses décisions. Tu vois, je suis pas obligée de faire un truc énorme. Je peux choisir là, maintenant. Tu vois, là aujourd'hui, je peux choisir est-ce que je vais écrire pendant 3 heures ou pendant 5 heures. Et c'est un petit choix qui va impacter en fait toute mon année parce que ça va impacter comment je vais finir mon roman, combien de temps ça va me prendre de finir mon roman. Bon, c'est juste un exemple, tu vois. Mais ça m'a appris à au lieu de me projeter dans les what if, tu vois, et si je fais ça, mais qu'est-ce que je vais faire, mais ceci, mais si j'arrive pas à faire ça, est-ce que ensuite je vais pas réussir à faire ça? En fait, ça m'a un peu appris à être dans l'instant présent et à me dire là, tout de suite, maintenant, quelle décision je peux faire pour qui impacte mon quotidien maintenant. J'ai été assez impressionnée de comment tu peux changer ta vie en faisant juste des micro-changements, en fait. Tu refaçonnes ton chemin en fait. C'est un peu une façon c'est pas exactement comme ça que je voulais le dire, mais et c'est ce que j'essaye de dire, c'est en fait c'est un changement subtil mais qui a beaucoup d'impact sur le long terme. Et ce que j'ai trouvé vraiment ce que je trouve puissant avec la thérapie, c'est que la façon dont tu te parles à toi-même peut tellement affecter ta journée, ta vie. Et donc comme on parlait de mes journées d'écriture en ce moment, mais la différence pour moi entre me dire bah là je vais écrire et je vais avancer sur mon roman et c'est comme ça aujourd'hui quoi, plutôt versus me dire avant ah mais non je vais pas y arriver, c'est trop dur, de toute façon ce roman il sera jamais publié, de toute façon il va être il va être nul, etc. Ça change complètement ma façon de penser. Les histoires qu'on se dit, en fait les choses qu'on dit sur soi-même deviennent des réalités. On crée notre propre réalité avec ce qu'on dit sur nous-mêmes, sur notre vie. Et encore une fois c'est assez wouhou, mais wouhou comme on dit ici, pas wouhou, mais ouais, mais en fait j'y crois parce que je le vois en fait. Ça a changé, toi, la façon dont... Ouais, j'avais oublié que je pouvais aimer écrire, en fait. Et ça a été un gros... J'étais à une période à cette époque-là, entre 1000 autres challenges personnels et professionnels, j'avais oublié que je peux faire ça juste parce que j'aime ça, en fait. Et que si j'échoue, je peux faire autre chose, mais je peux y revenir parce que j'aime ça. Ouais. T'es plus alignée avec ce que tu fais aujourd'hui. Oui, je me sens plus... je sais pourquoi je le fais, pourquoi j'aime ça, pourquoi je continue. Et je sais aussi les sacrifices que je ne suis pas prête à faire. Je vais pas continuer à faire ça si ça me rend malheureuse, en fait. Est-ce que tu dirais que à une époque, l'envie et le besoin de succès t'a un petit peu détourné de cet amour de l'écriture? Tu rencontres des gens qui te disent moi, j'écrirai jusqu'à la fin de ma vie que peu importe si on me lit ou pas. Moi, je le sens pas comme ça. Si tu me disais demain que je ne vais jamais être publiée à nouveau, je pense que je dépose mon stylo et je passerai à autre chose. Enfin, il y a succès et succès. Et en fait, pour moi, le succès maintenant, c'est moins combien de livres je vais vendre. Est-ce que je vais être sur une liste des meilleures ventes? Est-ce qu'ils vont faire un film de mon livre? Pour moi, le succès maintenant, c'est plus est-ce que mon éditrice veut continuer à travailler avec moi et veut acquérir, comme on dit, un nouveau livre de ma part. Donc là, j'avais un contrat pour 2 romans. J'ai presque fini d'écrire le 2e. Et une fois que j'ai fini, je vais avoir plein de corrections à faire, etc. Mais une fois que j'ai rendu ça, je repars, je repars à zéro. Et pour moi, le succès, ce sera si je lui pitch une idée et qu'elle me dit, ah ouais, je veux ce livre, voici un nouveau contrat. Ça va être mon succès. J'ai moins d'attente au niveau de comment elle va prendre cette décision.
Je ne sais pas, tu vois. Est-ce que dans sa tête, elle se dit, si ton roman vend tant d'exemplaires, et du coup, c'est un peu, tu contrôles. En fait, c'est aussi, pour revenir au bénéfice de la thérapie, c'est vraiment d'accepter qu'il y a tellement de choses que tu contrôles pas, dont ce que les gens pensent de toi, s'ils ont envie de travailler avec toi dans le milieu professionnel, d'être fier de ce que du travail que tu crées et que tu mets à disposition des autres, c'est important. Ouais. Tu dirais quoi à quelqu'un qui nous écoute et qui aimerait écrire un roman, un premier roman, qui sait pas par où commencer, qui sait pas quoi faire, ou quelqu'un qui va être dans un milieu créatif? Je vois énormément de misconceptions sur les milieux créatifs et sur ce qu'il faut pour écrire. Et en fait, il faut rien du tout, quoi. Il faut juste s'asseoir. Ce que je vois beaucoup, c'est de gens qui ont envie, mais qui n'osent pas commencer, qui savent pas commencer, Et moi, je dis, en fait, il suffit juste, il faut pas attendre personne va te donner l'autorisation, personne va te donner la permission. C'est à toi de trouver le temps et l'énergie et l'envie. Et je comprends tout à fait l'anxiété, le challenge de commencer parce que ça paraît être une montagne tellement haute. Là-dessus, je dirais, il y a maintenant de nos jours, même en France, il y a pas mal de cours d'écriture. Ça n'existait pas vraiment, franchement, il y a pas si longtemps que ça, mais ça existe beaucoup ici. Mais il y a beaucoup d'options pour apprendre l'écriture en ligne, en faisant des cours en personne. Moi, j'aime bien aller en personne. Je trouve que ça a un impact un peu plus important. Donc il y a ça, et je pense aussi se concentrer sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Le truc avec un roman, c'est que tu vas pas l'écrire en une journée. Tu peux pas l'écrire en une semaine non plus. Enfin, il y a des gens, il y en a qui arrivent, mais très peu. Et du coup, te dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Est-ce que je peux écrire une page? Est-ce que je peux écrire un paragraphe? Et ça monte vraiment, ça se développe vraiment au fil du temps. Mais je trouve que c'est important de se rappeler que on est tous créatifs. Tout le monde est créatif. Ça n'existe pas, les gens qui n'ont pas de créativité. C'est comme de respirer. C'est plus de trouver, ça veut dire quoi pour toi la créativité? D'accepter l'appel du désir, en fait, de dire, OK, le désir est là, j'y vais, quoi. Je me reconnais dans l'appel du désir. Et en même temps, tu vois, d'être aussi... d'accepter aussi que oui, parfois le désir est là, mais t'as des journées de folie au travail, ou t'es malade, tu vois, ou t'as un enfant en bas âge et t'es fatigué. Bon, ça c'est aussi OK, hein. Mais c'est aussi important de se reconnaître, de dire OK, j'ai envie de faire ça, et du coup j'en fais quoi de cette envie? Tout à fait. On fait un petit jeu, Anne-Sophie, en fin d'épisode. OK. Ma première question, c'est: où est-ce qu'on trouve, selon toi, le meilleur croissant à New York, en référence à ton livre? J'adore cette question. Bon, t'as combien de temps pour en parler, là? Parce que, attends, sujet polémique. Il y a une boulangerie qui s'appelle l'appartement 4F, qui est dans Brooklyn Heights, mais qui ouvre bientôt dans le West Village. C'est un couple franco-américain qui s'est lancé pendant la pandémie, qui faisait des croissants dans leur cuisine, dans leur four de leur cuisine, et qui ont complètement développé ça. Donc, eux, ils sont très bons. Il y a une petite chaîne de boulangerie à Brooklyn qui s'appelle le French Tart, qui font de très bons croissants. Après, je dirais que les La Durée, Angelina, etc. font aussi de très bonnes, peuvent aussi faire de très bonnes viennoiseries, pas juste des pâtisseries. Et je suis sûre que je vais penser à d'autres après. Super, écoute, si ça te revient, n'hésite pas. Si New York était une émotion pour toi, ce serait quoi? L'excitation. Quel est le livre ou la chanson qui te remonte instantanément le moral? Alors, la chanson, je vais dire Dancing on My Own, de, je sais plus son nom, Robin quelque chose. Le livre, je viens de lire un livre très récemment qui était vraiment, qui m'a boosté le moral. En anglais, ça s'appelle Remarkably Bright Creatures. C'est d'un point de vue d'un poulpe. Donc, tu vois, c'est un peu le livre qui commence, c'est l'histoire d'un poulpe. C'est pas que l'histoire d'un poulpe, mais c'est assez intéressant. Il est sorti, je crois, il y a 2-3 ans, et j'ai trouvé ça vraiment très feel good. Je pense que j'ai la réponse à cette question, mais je la pose quand même. Plutôt écrire la nuit avec vue sur les gratte-ciel, ou tôt le matin avec un café brûlant? Très honnêtement, ouais, les jours d'écrire la nuit avec la vue sur les gratte-ciel sont derrière moi, mais c'est là où mon cœur réside. Ce serait quoi l'endroit insolite où tu aimerais organiser une séance d'écriture? Ça va être un peu gnangnan ce que je vais dire, mais je trouve que ce qui est génial avec l'écriture, c'est que tu crées le monde dans lequel t'écris au fur et à mesure que t'écris, tu vois. Et moi, je suis vraiment dans mon univers. Je suis quelqu'un de très visuel. Je vois le film de mon livre pendant que je l'écris. Ouais. Et du coup,
Et du coup, peu importe où je suis, jamais dans un endroit calme. C'est vrai que j'ai du mal je suis pas quelqu'un qui écrit dans des cafés ou dans des choses comme ça. Alors c'est pas du tout insolite, mais j'adore écrire dans la bibliothèque principale de la ville de New York, celle qui est vraiment pas très loin d'où on est maintenant. Public Library. La New York Public Library, mais donc ça c'est le nom des bibliothèques à New York partout. Okay. Mais la branche principale est celle là où on voit les lions devant. À côté du Bryant Park. Voilà, donc à 42 et 5e avenue. Mais il y a une grande salle de lecture qui est magnifique et c'est un peu le genre d'endroit où tu te sens important quoi quand t'écris là-dedans. C'est magnifique et donc ouais. Le cliché d'écrivain que tu assumes totalement. Pyjama, tasse de thé, musique classique, chat. Chat, tu as dit. J'ai 2 chats, donc ça, j'assume à 100%. Pyjama, j'aime bien. Je trouve que comment tu es habillé, ça peut vraiment affecter comment tu te sens. Du coup, même si je suis en tenue, quand je travaille de la maison, je suis en tenue très casual, tu vois, mais pas forcément pyjama. Et quand je travaille à l'extérieur, quand je suis dans un espace de coworking ou de choses comme ça, non, j'aime bien... Bon, je me mets pas sur mon 31, tu vois, mais juste, pour moi, ça fait partie du jeu de me dire je suis au travail, du coup, je suis pas habillée n'importe comment. Mais des clichés sur les écrivains qui sont vrais, il y en a plein. Par contre, celui auquel je n'adhère plus, c'est le concept de l'artiste torturé. Avoir une bonne santé mentale, c'est plus important pour être créatif que l'inverse, on va dire. La dernière question pour toi, Anne-Sophie, ce serait quoi ton mot de la fin pour cet épisode? Oh là là, la pression. C'est vraiment nul si je dis mon roman sort le 15 avril. Ça s'appelle The French Honeymoon. Pour l'instant, il va être publié en anglais. Mais check it out. Non, je vais pas dire. Non, ça peut pas être mon mot de la fin. C'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci d'avoir partagé ton histoire, d'avoir été aussi honnête avec nous et j'adore tout ce que tu fais, c'est vraiment super. Merci, c'est gentil. Et merci à vous si vous nous avez écoutés jusqu'ici. N'hésitez pas à liker cet épisode et à le partager autour de vous si vous avez aimé ça. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si tu veux aller encore un peu plus loin, tu peux liker cet épisode, le partager, nous laisser un commentaire et n'hésite pas à aller faire un tour sur toutes nos autres plateformes. À la semaine prochaine pour transformer ta vie, un épisode à la fois.